On va regarder maintenant ce qu'il en est du côté du bâtiment. On va écouter Éric Vorget. Vous êtes chercheur à l'École des Mines Paris Tech. Et on écoutera également sur la même thématique Christophe Bellé, qui est sociologue à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, la conception et la rénovation de bâtiments à faible consommation énergétique est un enjeu majeur dans la transition énergétique, compte tenu des émissions à effet de serre, de la consommation d'énergie et autres. Bien sûr, les habitudes et les pratiques des occupants de ces logements, de ces bâtiments, doivent-elles elles aussi évoluer, mais je voudrais à l'un et à l'autre vous poser la question, est-ce que finalement la conception même des bâtiments n'influe pas sur ces habitudes et ces pratiques qu'ont les occupants de ces appartements, de ces maisons? On sait bien qu'un logement bien isolé, bien orienté de façon optimale par rapport au soleil, qui dispose d'un système de chauffage et d'aération performant, permettra de réaliser non seulement des économies, mais apportera beaucoup aussi en termes de confort et qui limitera finalement la consommation d'énergie spontanément. Donc, est-ce que finalement les comportements ne sont-ils pas aussi étroitement liés à la qualité énergétique et à la qualité du bâtiment? Donc, oui, enfin, effectivement, il y a une corrélation dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que le bâtiment peut influencer le comportement, et notamment dans la conclusion, on voit un phénomène qui est le phénomène de l'effet rebond, où du fait d'augmenter les performances du bâtiment, on va, les comportements vont avoir tendance à changer, parce que les exigences vont augmenter dans un bâtiment qui sera plus performant. Exactement, oui. Donc effectivement, il y a un phénomène de ce type et on va en parler. Alors, donc effectivement, on a parlé de biodiversité et de transport, et maintenant on parle de modélisation des comportements dans les bâtiments. Alors, c'est le bouton vert. Ça, j'ai compris. Je dois l'orienter d'une certaine façon. Oh là, on est parti loin là tout de suite. Hop là. Alors, le plan de la présentation, il est assez classique. On présente les enjeux, les objectifs pour savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ensuite, il y a une grosse partie sur la modélisation. On va décrire des modèles de comportement des occupants et quelques résultats, et puis les conclusions, les perspectives. Donc, aujourd'hui, les outils d'aide à la décision, ils sont nécessaires, ils sont indispensables pour la conception et la rénovation de bâtiments à faible consommation énergétique, puisque ce sont des objets thermiques complexes. Notamment, parmi ces outils d'aide à la décision, on a les outils de STD, donc simulation thermique dynamique, qui étaient utilisés jusqu'à présent surtout pour comparer des variantes, des alternatives architecturales. On pouvait dire que telle alternative était meilleure que l'autre parce que les consommations étaient plus faibles. Mais on tend de plus en plus vers une utilisation de type prédictive, où on attend des modèles et des outils de simulation qui prévoient la consommation réelle future des bâtiments. À ce jeu-là, les outils ne sont pas adaptés aujourd'hui. Et en fait, on constate à travers des retours d'expérience qui se multiplient, des suivis de consommation, on constate que généralement, les consommations réelles sont supérieures aux consommations qui étaient prévues par les outils. Et pour expliquer ces écarts, on a la mise en évidence du facteur occupation comme étant vraiment un facteur prépondérant. Et les études les plus parlantes pour mettre en évidence ce facteur,
Ce sont des études dans lesquelles on compare des consommations de logements identiques ou très proches, et on constate des consommations très variables d'un logement à l'autre. Donc la seule explication à cette diversité, c'est la manière d'habiter des occupants. Et donc, on va essayer de mieux prendre en compte cette source d'incertitude majeure qui est l'occupation. Donc, l'objectif, c'était de coupler une modélisation donc, complète, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre en compte tous les aspects du comportement des occupants qui affectent la consommation d'énergie des bâtiments. Donc, ces aspects, ils sont listés ici. Donc, en premier lieu, il y a la présence des occupants, qui est synonyme de dégagement de chaleur par le métabolisme et qui est aussi un prérequis pour toutes les actions suivantes. Il faut que les occupants soient présents pour, par exemple, ouvrir les fenêtres. Et c'est même mieux si on est capable de prédire à quel moment ils vont arriver, à quel moment ils vont partir, puisque c'est à ce moment-là que les actions sont les plus probables. Donc les ouvertures des fenêtres qui impactent la température de l'air intérieur, donc les besoins de chauffage et aussi le confort. La gestion des dispositifs d'occultation qui modifient donc, les apports solaires et donc les besoins de chauffage, qui impactent aussi les consommations d'éclairage. Donc l'éclairage, c'est des consommations d'électricité et c'est aussi des apports internes par l'effet Joule. Pour les appareils électriques, même chose. La gestion des consignes de chauffage, est-ce qu'on chauffe à 19, à 21, à 23 ? Est-ce qu'on réduit le chauffage en cas d'absence, pendant la nuit, pendant le week-end, dans les bâtiments de bureaux ? Et puis, dernier aspect modélisé, c'est dans le cas des logements, ce sont les puisages d'eau chaude sanitaire, donc, qui entraînent des consommations d'énergie et qui peuvent aussi modifier les taux d'humidité et les températures intérieures. À l'heure actuelle, tous ces phénomènes sont pris en compte dans les outils par des scénarios déterministes. Ce sont des scénarios conventionnels qui donc, ont des formes assez simplistes. Par exemple, ici, le scénario de la réglementation thermique pour les apports internes dus aux équipements électriques. Et donc, on a des consommations donc, le matin, et puis le soir, on considère que la nuit, il n'y a pas de consommation, et qu'en journée, les gens travaillent, ne sont pas là. C'est vraiment des scénarios très simples. L'objectif, donc, c'est de remplacer ces scénarios-là par d'autres qui soient plus réalistes et aussi plus variés, pour introduire une diversité. Ensuite, d'analyser la sensibilité des résultats de la STD, donc les consommations d'énergie et aussi le confort. Donc, analyser la sensibilité des sorties aux entrées et aux paramètres des modèles. C'est plus un objectif, je dirais, de recherche, ça, de savoir quels sont les éléments sur lesquels il faut qu'on se focalise, quels sont ceux sur lesquels les modèles sont insuffisants ou au contraire pour lesquels on a une précision suffisante par rapport à leur influence. Ensuite, l'aspect plus pratique et plus concret, c'est de quantifier l'incertitude sur les prédictions de la STD. L'objectif, ça va être de dire on est en fait incapable de prévoir la consommation future du bâtiment, de dire exactement ce bâtiment va consommer X kilowattheures. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prévoir un intervalle de confiance et de dire, par exemple, ce bâtiment a 95% de chances de consommer entre temps et temps. Si on est capable de dire ça, on peut éventuellement considérer la valeur haute de l'intervalle de confiance comme une performance dont on est à peu près certain que le bâtiment atteindra. Et à ce moment-là, on pourrait la garantir à travers par un engagement contractuel et dire que ce bâtiment ne consommera pas plus que tant. À ce moment-là, donc on ouvre la voie à un processus de garantie de performance et qui est évidemment très intéressant pour les acteurs économiques et pour encourager par exemple des travaux de rénovation, puisque dans des travaux de rénovation, on va calculer les temps de retour sur investissement, on va réaliser ou non l'investissement en fonction du temps de retour, et on a besoin de faire des plans de financement, donc c'est un enjeu important et très intéressant. Et puis le dernier objectif, c'était donc dans le cadre en fait, de la thèse, c'était de proposer une méthodologie qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire qui puisse être rapidement diffusée, donc intégrée à un outil d'aide à la décision et qui puisse être utilisé de manière
assez pratique par les utilisateurs courants des outils, bureaux d'études notamment. Alors au départ, donc, on a dû choisir une approche de modélisation. Dans la littérature scientifique, il y a deux grandes approches. La première, c'est ce que j'ai appelé les modèles orientés agents basés sur le confort. On part du principe que ce qui dicte les comportements, c'est le confort. Les gens cherchent à maintenir ou à rétablir les conditions de confort s'ils s'en sont écartés. Donc, il va falloir définir une fonction de confort et ensuite on la maximise. Éventuellement, on peut intégrer d'autres paramètres. Et puis, il faut définir le confort lui-même. Donc, qu'est-ce que le confort? C'est avant tout une perception. Il y a des variables de physique, mais il y a aussi une grande part de psychologie dans le confort. Et puis, on va avoir des phénomènes d'apprentissage où, par exemple, les occupants on va avoir dans les modèles, les agents modélisés vont avoir un objectif, ils vont tester différentes actions. Si l'action leur permet de se rapprocher de leur objectif, ils vont mémoriser que c'était une action intéressante et pour la reproduire par la suite. Le problème de ces modèles, c'est qu'il y a une forte incertitude sur les modèles de confort eux-mêmes. Donc le confort, il y a beaucoup d'aspects. Il y a la qualité de l'air, il y a le confort visuel, il y a le confort thermique. Généralement, on privilégie le confort thermique, donc on écarte tout simplement les autres aspects. Et même les modèles de confort thermique eux-mêmes, il y en a différents qui sont adaptés dans certains types de bâtiments ou d'autres. Et en fait, il y a une grande incertitude sur le confort lui-même. Ensuite, au niveau des liens entre un confort et action, dire à partir de quel moment, là, je vais avoir froid, donc je vais aller faire quelque chose, monter le chauffage. Enfin, à partir de quel moment l'inconfort est tel qu'il entraîne une action, ça, c'est défini par des hypothèses, donc il y a encore une grande incertitude là-dessus. Et puis, autre aspect, autre faiblesse de ces modèles, et ça rejoint une remarque qui avait été faite tout à l'heure par la dame qui est psychologue, c'est on va modéliser des comportements ultra rationnels où les gens vont tout de suite corriger dès qu'il va y avoir un écart au confort. Et en fait, c'est pas réaliste et souvent, on va arriver finalement même à réduire les consommations. Donc, on voit des fois des publications, les gens disent grâce à mon modèle de confort, le bâtiment consomme moins. Non, c'est parce qu'en fait, on a modélisé un comportement ultra rationnel, parfait du point de vue thermique, mais nous, c'est pas notre objectif. L'autre grand type de modèle sont des modèles stochastiques statistiques. Donc stochastique, c'est probabiliste, plus ou moins. Et donc là, c'est une approche plus brute. On fait des mesures, on observe la réalité et on la reproduit, sans chercher à expliciter la chaîne de causalité. Donc par exemple, on va mesurer l'état d'ouverture des fenêtres, on mesure les températures intérieures, extérieures, la vitesse du vent, etc. Et on voit dans telles conditions la probabilité que la fenêtre soit ouverte. On la calcule directement, on construit des modèles par des régressions statistiques. Et en fait, dans ces modèles, on a une prise en compte implicite des phénomènes de confort, puisque les probabilités, par exemple, là, ce sont des probabilités d'ouverture en fonction de la température intérieure. On voit qu'elles sont faibles pour des températures de l'ordre de 20 degrés, puis elles augmentent quand la température intérieure augmente. Donc en fait, ces lois saisissent quelque part des phénomènes qui sont liés au confort, qui sont liés à la perception, qui sont liés à toute la chaîne, mais sans les expliciter. Et puis, autre atout de ces modèles, c'est que contrairement aux modèles basés sur le confort qui proposent toute une construction qui est assez jolie avec la perception, les croyances, l'apprentissage, tout ça, et bien, ces modèles stochastiques statistiques, eux, ils ne valent que par la qualité de leurs prédictions. C'est-à-dire que finalement, avec les modèles du premier type, on n'a pas de validation de savoir est-ce qu'on a prévu le bon nombre d'ouvertures de fenêtres, est-ce qu'on a prévu des ouvertures de fenêtres au bon moment par rapport à ce qui se produit en réalité. Finalement, on ne le sait pas trop, alors qu'avec ces modèles statistiques, leur seul objectif, c'est de reproduire la réalité. Et donc, très souvent, ils sont associés à des procédures de validation qui, pour nous, sont évidemment très intéressantes. Donc, on a opté pour ces deuxièmes types de modèles. Et l'idée, donc, c'est de proposer donc, des modèles stochastiques statistiques pour l'ensemble des aspects évoqués. Alors, l'architecture d'ensemble de la modélisation, donc là, je vais me focaliser sur le cas des logements.
Donc, dans une première étape, on va créer des habitants pour un logement. Et on va définir des caractéristiques à ces habitants. Donc, par exemple, à cette étape-là, je vais dire que dans mon logement, j'ai une famille nombreuse, 2 adultes qui travaillent, des enfants, etc. Donc, ensuite, on va générer des scénarios d'activité pour chacun des occupants. En parallèle, on va attribuer des appareils électriques au ménage, donc en fonction des caractéristiques. Il n'y a pas les mêmes probabilités d'avoir, par exemple, un lave-vaisselle pour une personne seule ou pour une famille nombreuse. On va définir des cycles de fonctionnement pour les appareils électriques. Tous les lave-vaisselles n'auront pas les mêmes consommations. Ensuite, en liant les activités aux appareils, on peut simuler l'utilisation des appareils électriques. On fait des liens pragmatiques. On dit, si on sait à quelle période les gens cuisinent, c'est à cette période-là qu'ils vont potentiellement utiliser un four, des plaques électriques, un micro-ondes, tout ça. Toujours à partir des activités, on va simuler l'épuisage d'eau chaude et froide. Si on sait quand les gens prennent une douche, font le ménage, font la vaisselle, on peut associer des consommations et des températures d'eau, et donc simuler les consommations d'eau. On génère des scénarios pour les consignes de chauffage. Donc là, on va avoir aussi une influence des caractéristiques des ménages. Par exemple, les personnes retraitées vont avoir tendance à chauffer plus, ou s'il y a des enfants en bas âge. Et puis au niveau de la dynamique, les activités nous permettent de savoir quand les gens ne sont plus chez eux, ou quand est-ce qu'ils dorment, et du coup, quand est-ce qu'ils sont susceptibles de réduire le chauffage. Et donc aussi des scénarios pour les stores, avec de manière simplifiée dans les logements, parce que c'est plus compliqué dans les logements que pour les bureaux. Pour les bureaux, on a des modèles plus poussés, puisque la gestion des stores et de l'éclairage va vraiment dépendre du niveau d'éclairement sur le plan de travail. Pour les logements, la corrélation est moins forte, puisqu'il y a toutes sortes d'activités plus variées qui appellent des niveaux d'éclairement moins stricts. Donc on a un modèle plus simplifié sur cet aspect. Tout ça, ça constitue une étape de pré-process de la simulation. Et à l'issue de cette étape, en fait, on a créé des scénarios qui vont remplacer tous les scénarios conventionnels de la simulation. Il y a une dernière partie, donc là on arrive ensuite à la simulation thermique à proprement parler. On a le modèle pour la gestion des fenêtres, par contre, doit être couplé avec la simulation des dynamiques, puisqu'ils échangent des informations. Les probabilités d'ouverture des fenêtres dépendent des températures intérieures qui sont calculées par le modèle thermique, et en échange renvoient des débits d'air qui vont modifier le calcul thermique. Donc on ne peut pas intégrer cette étape au pré-process. Et puis une fois qu'on est arrivé, qu'on a fini, eh bien on recommence, et cette fois-ci, on va créer un nouveau ménage avec d'autres appareils électriques qui vont faire des activités différentes et qui vont aboutir à une consommation différente. Et du coup, de cette façon, on va pouvoir reproduire une distribution des consommations, donc typiquement une courbe de Gauss, et qui va donc nous permettre de définir un intervalle de confiance sur la prédiction. Donc, la première étape de création des ménages, donc on a 21 caractéristiques par individu qui correspondent en fait aux entrées du modèle d'activité qui arrive par la suite. Donc toutes ces caractéristiques, évidemment, elles sont très, très corrélées, donc l'âge, le genre, le statut de retraité, le temps de travail, etc. Et donc on va les déterminer donc de manière séquentielle. On utilise pour ce faire des données du recensement de la population, donc des données très nombreuses et très, très représentatives. Et donc par exemple, la première étape, ça va être, si on a un appartement de 3 pièces en zone urbaine, ben, on a la probabilité pour qu'il soit habité par une personne, 2 personnes, 3 personnes. On a une petite méthode probabiliste qui nous permet, donc on construit la fonction cumulée. Cette fonction a son image sur 0, 1. Et si on tire un nombre aléatoire sur 0, 1 et qu'on prend son antécédent, donc là en l'occurrence sur l'exemple, on tire par exemple 0,70. Et si on prend l'antécédent de 0,70 par la cumulée, ça nous dit qu'on va avoir 2 personnes dans ce ménage. Ensuite, si j'ai 2 personnes, eh ben, je peux être soit sur une famille monoparentale, soit sur un couple. Pareil, je tire un nombre aléatoire, donc j'ai donc un couple seul. Ensuite, j'ai l'âge des personnes qui vivent en couple seul, etc. Et de cette manière, je vais définir tout le jeu de caractéristiques des membres de mon ménage. À partir des caractéristiques, on utilise un modèle donc, qu'on a repris, qui a été développé par Wilke et al.
récemment à l'EPFL. Et donc c'est un modèle très détaillé qui va nous permettre de générer des scénarios d'activité qui sont individualisés en fonction des caractéristiques des individus. Donc il y a des choses qui vont parler aux gens qui modélisent les transports, parce qu'il y a, par exemple, si on parle de modèles logiques, multinomial, c'est des choses, il est question de fonctions d'utilité et c'est des types de modèles qui ont en fait été développés au départ pour des modélisations dans le domaine des transports et qui ont été adaptés donc pour le secteur du bâtiment. Et donc le matériau de départ de ce modèle, c'est une enquête emploi du temps. Et ça, les enquêtes emploi du temps, c'est un type d'enquête un petit peu particulier dans lequel des individus, donc par exemple l'enquête INSEE en l'occurrence, là c'était 15 500 individus, remplissent des carnets d'activité sur 24 heures dans lesquels ils disent 10 minutes par 10 minutes ce qu'ils ont fait dans la journée. Donc j'ai dormi jusqu'à 8h du matin, 8h10 j'ai pris mon petit déjeuner, 8h10, 8h20 j'ai pris ma douche, etc. Et ça donne un matériau brut. Donc en parallèle, on a toutes les caractéristiques de ces individus. Et c'est un matériau très intéressant pour construire des modèles de présence de ce type. Donc là, il y a la barre horizontale, c'est un exemple de scénario sur une journée. Donc un individu là, qui dort, qui prend son petit déjeuner, qui s'absente pour revenir aux environs de 21h30, qui dîne, qui prend sa douche, et voilà. Et si on regarde au niveau agrégé pour un grand nombre d'individus, donc par exemple on a à gauche pour un grand nombre d'individus qui travaillent et à droite pour des retraités. Donc on voit l'intérêt de prendre en compte ces différences. Évidemment, les personnes retraitées passent beaucoup plus de temps à leur domicile. Et donc, je sais pas, la légende est peut-être un petit peu petite, mais là au niveau de la légende, on a en violet donc le sommeil, et puis on a en vert foncé en dessous, donc c'est la cuisine qu'on voit aux heures des repas. En vert clair, les repas. Donc on a une vingtaine d'activités comme ça. Et ça, ça va être la pierre angulaire, ce modèle, pour ensuite prévoir les utilisations d'appareils électriques et les consommations d'eau. Alors, en fonction des caractéristiques des ménages, ensuite on attribue des appareils électriques. Là, je prends l'exemple des lave-vaisselle ici. Donc, on peut reconstituer à partir notamment d'enquêtes INSEE ou bien sinon des données sur des taux de pénétration qui viennent d'industriels. On peut reconstituer les probabilités d'équipement des ménages, donc par exemple pour les lave-vaisselle en fonction du type de ménage et du revenu. Et puis, à partir de campagnes de mesure, donc on utilise des campagnes de mesure assez massives, donc qui ont été conduites par le bureau d'études Enertech en partenariat avec l'ADEME et EDF. Donc, par exemple, pour les lave-vaisselle, on a à peu près 70 lave-vaisselle qui ont été suivis pendant 1 an par pas de temps, avec une résolution de 10 minutes. Et donc, on peut aussi, on va attribuer à chaque appareil une puissance, un cycle de fonctionnement. Donc on va avoir certains lave-vaisselle qui vont consommer jusqu'à 1800 Wh par cycle, et d'autres qui vont être beaucoup plus économes, qui vont être à 700. Ensuite, alors, le lien entre les activités et les appareils, donc c'est, comme je disais, des hypothèses qu'on juge pragmatiques. On suppose que les déclenchements des lave-vaisselle sont susceptibles de se produire après une période de repas. Donc ensuite, il faut calibrer la probabilité de déclencher un appareil à la suite d'un repas. Donc pour ça, on utilise aussi ces données de campagne de mesure. On les a utilisées dans il y a 1000 façons de les utiliser. Le choix qu'on a fait, c'est de reproduire la courbe de charge journalière moyenne dans un premier lieu. Donc il faut que sur un grand nombre de simulations, on reproduise la courbe de charge moyenne mesurée. Et donc, on peut calibrer la probabilité de déclenchement. Donc, si à la fin d'un repas, si je suis entre minuit et 8h30, j'ai 10% de chance d'utiliser un lave-vaisselle. Entre 8h30 et 13h, la probabilité est plus élevée.
Et donc, on a un critère de convergence entre la courbe moyenne simulée et la courbe moyenne mesurée. Donc, on arrive à la reproduire très bien. Puis, on a aussi un coefficient de saisonnalité sur la puissance, puisque la température d'eau n'est pas la même en hiver et en été, donc on a aussi une variation saisonnière. Et ce faisant, on est sûr que le modèle reproduit bien les consommations moyennes. Un autre objectif, c'est qu'il reproduise bien la diversité entre les utilisations. Il y a certains foyers qui vont beaucoup utiliser les lave-vaisselle, d'autres moins. Et donc, on vérifie, on ne parle pas vraiment de validation parce qu'on utilise les mêmes données, donc c'est, disons, un processus de vérification des prédictions. Et donc, on voit par exemple en termes de nombre de cycles en haut ou en termes de consommation annuelle en bas, qu'on reproduit relativement bien la dispersion. Donc, on va avoir par exemple à peu près 20% des appareils, si on regarde la courbe d'en haut, qui vont avoir plus de 6 cycles par semaine et 20% qui vont avoir entre 2 et moins de cycles par semaine. Donc voilà, au niveau, donc là j'ai pris l'exemple des lave-vaisselle et on modélise comme ça une trentaine d'appareils, plus l'éclairage. Et à partir de ça, donc ce qu'on appelle un modèle bottom-up, on reconstruit la consommation totale par addition des usages individuels. Et donc à titre d'exemple, on a pris la première semaine de l'année pour un logement aléatoire. Donc on voit la forme de scénario, donc évidemment beaucoup plus complexe que le créneau simple des scénarios initiaux. Et donc on a en vert les appareils de cuisson, donc les plaques, fours, etc. Et à partir de cette consommation, de ce profil de consommation, on va avoir un scénario d'apport interne qui va être une entrée de la STD. Donc sur la courbe d'en bas, j'ai ma consommation donc en pointillé orange, et le scénario d'apport interne associé, ça va être la courbe bleue. C'est la puissance dissipée sous forme de chaleur est un petit peu inférieure à la puissance électrique consommée, puisqu'il y a une part qui est perdue, notamment dans les eaux grises des appareils de lavage. Par exemple, on évacue de l'eau qui est encore chaude, mais grosso modo, on suit la forme des créneaux. Donc ça, c'est l'application qui en est faite dans le cadre de la STD. On génère des scénarios d'apport interne pour l'entrée des modèles. Mais ce modèle, il peut aussi être utilisé pour plein d'autres choses. Donc je vous montre rapidement. Si on a eu un logement, là j'en ai deux autres, donc qui sont un petit peu différents. On voit par exemple sur le premier, il y a une consommation qui est globalement plus élevée. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc on peut ensuite agréger ces différentes consommations, toujours suivant l'approche bottom-up. On reconstruit des usages, cette fois-ci de plusieurs logements, et on peut aller comme ça jusqu'à une échelle, à l'échelle du quartier. Donc ça peut avoir différentes applications, notamment dans des travaux qui sont développés dans la chaire sur la CV des quartiers, la modélisation dynamique du mix de production d'électricité. Donc on voit le phénomène du foisonnement aussi, c'est-à-dire que les pics individuels ne se produisent pas au même moment dans les différents logements, donc on finit par moyenner la courbe. Et une autre voie d'utilisation, c'est qu'à partir en reconstituant comme ça pour un grand nombre de foyers, on peut définir des scénarios moyens. Donc ces scénarios moyens, ils sont susceptibles éventuellement de remplacer les scénarios, les créneaux qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient simples. Donc là, on a des modèles qui sont... On peut avoir un scénario moyen qui soit plus réaliste, et donc sans aller jusqu'à reproduire toutes les simulations pour obtenir la courbe de Gauss, on peut déjà au minimum sur une simulation, au lieu d'utiliser un scénario moyen qui est très éloigné de la réalité, utiliser ceux-ci qui sont plus réalistes. Donc ça, c'était pour les appareils électriques. Au niveau des consignes de chauffage, on a utilisé des mesures donc, dans à peu près 90 logements. Et puis, il y avait aussi, dans la littérature, il était fait état de pas mal de mesures et d'enquêtes. Ce qui ressort, en gros, c'est que la température moyenne à l'intérieur des logements, c'est à peu près 21 degrés. Donc, on est assez loin des 19. Je pense que les 19, on peut faire une croix dessus. C'est grosso modo pas respecté. Ça ne correspond pas aux attentes de confort. Donc... ce modèle, il est assez simple. On tire une température de consigne aléatoire, on la modifie en fonction des caractéristiques des ménages et des types de pièces. Les chambres sont moins chauffées que les pièces principales, etc. Et puis, donc, on a des réduits en cas d'absence.
Pour l'ECS, donc je vous disais, on associe certaines activités à des consommations d'eau. Là, on utilise des données, on a des données du Centre d'information sur l'eau. On a aussi une campagne de mesure dans 300 logements qui nous permettent de construire un modèle assez précis donc pour les consommations d'eau. Et à partir de tous ces modèles, on peut faire donc ce qui était l'objectif de la propagation d'incertitudes et l'obtention donc de cette distribution des sorties de la simulation. Alors là, on a un exemple sur une maison individuelle qui est une plateforme expérimentale construite par l'Institut national de l'énergie solaire à Chambéry. Donc c'est une maison passive qui est équipée aussi de photovoltaïque en toiture et puis aussi du solaire thermique. Et donc, quand on utilise ce modèle avec avec 1000 simulations, on obtient la distribution donc à gauche des besoins de chauffage. Donc l'objectif de maison passive, le label Passive House, définit des besoins de chauffage maximaux de 15 kWh par mètre carré par an. Donc on voit que les 15 kWh, ils sont respectés dans la grande majorité des cas. Dans certains cas, on a même 0 besoin de chauffage. Les gens ont des consignes de chauffage assez faibles, il y a des apports internes suffisants, des apports solaires suffisants, la maison n'a pas besoin de chauffage. Et dans certains cas, on va aller jusqu'à 44 kWh, donc pour la même maison. Pour la consommation donc en énergie primaire, pour faire vite, on multiplie les consommations d'électricité par un facteur 3 pour prendre en compte le rendement de la transformation de l'énergie initiale, donc nucléaire ou thermique, en électricité. Et donc, l'objectif donc de maison à énergie positive, c'est-à-dire bilan en énergie primaire nul, c'est-à-dire que la production d'électricité voltaïque est suffisante pour compenser entièrement la consommation de la maison. On voit que dans certains cas, il est très largement atteint. On va avoir des bilans qui sont... donc si je suis dans la zone négative, c'est que je produis plus que ce que je consomme. Mais dans certains cas, la maison, elle ne sera pas à énergie positive. Donc, est-ce que ça a du sens maintenant, du coup, de dire que cette maison est à énergie positive ? Ça dépend de comment elle va être habitée. Deuxième cas d'étude, je vais aller vite. Là, c'est un immeuble résidentiel, donc ça correspond plus à ce que fait Vinci. Et là, on applique maintenant la méthode à la garantie de performance énergétique. Donc, l'objectif, on a un bâtiment qui a subi une rénovation et on essaye de prévoir donc, la consommation la consommation de gaz, donc chauffage et ECS, avec un intervalle de confiance pour voir si on est capable de garantir la consommation future. Là, dans cette étude, on a l'incertitude sur l'occupation et aussi l'incertitude sur le modèle thermique. Donc ça va être sur les épaisseurs d'isolant. On est censé avoir 10 cm d'isolant par endroit. C'est peut-être 9, c'est peut-être 11. Le débit de ventilation censé être 0,3 volumeur, c'est peut-être 0,25, c'est peut-être 0,35. Donc on a cette incertitude-là. Donc le rendement de la chaufferie, etc. Et donc ce qu'on voit, en premier lieu, si on prend uniquement l'incertitude sur l'enveloppe et qu'on utilise les scénarios d'occupation classiques, on a l'histogramme bleu et la courbe en pointillé bleu qui est la courbe de Gauss qui correspond à cette distribution, la loi normale, si vous voulez. Et donc, pour chaque couleur, on a en pointillés verticaux la valeur qui serait garantie, donc avec un risque de dépassement de 2,5%. C'est-à-dire que donc ça correspond à l'intervalle de confiance à 95%. Et on voit que si on ajuste l'incertitude sur l'enveloppe, donc la valeur garantie est autour de 95 kWh par mètre carré, et la valeur réelle, qui est la ligne verticale rouge, est à 110. Donc on n'y est pas. Donc là, on se retrouve dans le cas classique où la consommation réelle est supérieure à la consommation mesurée. Si par contre, on prend en compte l'occupation, donc à travers les modèles décrits précédemment, donc en rouge, on a juste l'occupation et en vert, on a l'incertitude occupation plus le modèle thermique. On garantit donc, on a une distribution qui est à la fois centrée sur une valeur moyenne plus élevée et qui est aussi plus large. Et à ce moment-là, la valeur mesurée est dans l'intervalle d'incertitude. Après, le but, c'est de trouver le bon compromis.
il faut à la fois que la valeur garantie soit le plus faible possible pour encourager au maximum les rénovations, donc pour promettre quelque part un temps de retour le plus faible possible. Et en même temps, il faut se préserver du risque. Donc il y a un compromis à trouver. Et donc, il faut continuer à travailler sur les modèles, voir dans quelle mesure ils vont... qu'est-ce qui est susceptible de resserrer l'intervalle de confiance, quels sont les éléments qui doivent être pris en compte et qui sont le plus qui vont nous apporter le plus de précision et donc qui vont nous permettre de resserrer au mieux l'intervalle de confiance. Un phénomène qui a été mis en avant et donc qui rejoint la question de l'introduction dans cette étude, c'est l'effet rebond. Là, on a juste fait tourner le modèle en fixant la température de chauffage à la valeur qui était mesurée donc, avant les travaux. Avant les travaux, en gros, les habitants se chauffaient à peu près 20 degrés. Donc si on avait supposé, en disant, bon, ils se chauffent à 20 degrés avant, ils se chaufferont à 20 degrés après, on va, dans ce cas, on va calculer donc, l'incertitude sur les besoins de chauffage. À ce moment-là, on aurait garanti une valeur autour de 52 kWh. En pratique, la valeur mesurée après travaux s'est révélée être plutôt de l'ordre de 62 kWh, en raison d'un effet rebond, puisque suite aux rénovations, en fait, on a mesuré des températures intérieures donc pendant les mois les plus froids de l'année, qui étaient plutôt de l'ordre de 22,8-23 degrés. Et ça, ce n'est pas du tout un phénomène isolé, c'est vraiment un phénomène classique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut limiter son ampleur? Est-ce qu'on peut le combattre? Ou est-ce que c'est vain et il faut simplement l'anticiper? C'est en tout cas quelque chose avec lequel il faut compter. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.